été créé en 1966 par M. Masquefa, qui avait déjà des animaux sauvages chez lui, il avait fait un zoo, et puis il a développé son parc, mais c'est un parc un peu à la mode ancienne. On a des vieilles photos où il faisait des câlins avec les singes, où il faisait des animaux, les fauves, ils commençaient comme des animaux de cirque, dans une piste de cirque avec du dressage, et où les cages n'étaient pas aux normes de ce qu'on attend d'un zoo moderne actuel. Après, M. Masquefa est malheureusement décédé, ça s'est repris le parc, et il y a eu des soucis de gestion, on va dire, qui fait qu'en 2015, fin 2015, le parc est en liquidation judiciaire. M. Ferrara, donc entrepreneur et médecin pédopsychiatre du Tarn, qui avait déjà un autre parc dans le Tarn, a repris ce parc. Et depuis 2016, il en a repris la gestion entière et participation au développement. Voilà l'histoire du parc. Et en ce qui concerne les missions du parc, c'est une mission d'un parc biologique moderne. C'est-à-dire qu'on doit participer à la recherche, on en fait un petit peu, parce qu'on n'a pas trop d'espèces qui s'y prêtent, on en fait un petit peu. Et surtout, on fait beaucoup de pédagogie. On reçoit beaucoup de groupes scolaires, beaucoup de centres de loisirs aussi, et des écoles. Et le but, c'est de faire apprendre des choses aux gens, parce que le slogan du parc, c'est connaître pour protéger. C'est en connaissant les animaux qu'on peut les protéger. Voilà. Et une des missions des parcs aussi, c'est quand même aussi de faire de la distraction, que les gens viennent passer un bon moment ici, en voyant des animaux, et c'est en apprenant à les voir, en apprenant du plaisir à les voir, et en plaisir à voir les protéger. Pouvez-vous nous présenter votre parcours? Comment êtes-vous devenu vétérinaire et à la fois directeur au sein du zoo? Alors mon parcours, il est classique au début. Je fais bon élève pour réussir ses études. À l'époque, c'était un bac scientifique ou un bac C que j'ai passé. Après, pour les écoles vétérinaires, il y a des classes préparatoires. On se faisait en 2 ans, classe préparatoire pour l'école vétérinaire. J'ai intégré l'école vétérinaire de Lyon, où j'ai fait mes 4 ans d'études. Et j'ai toujours été passionné par la faune sauvage depuis tout petit. Donc j'ai voulu m'orienter un peu par la faune sauvage. Et pendant mes études, ça a été compliqué, parce que j'ai eu des refus, tout ça. Et donc j'ai commencé par faire 5 ans de clientèle vétérinaire classique, mais en tout, des vaches, des cochons, des chiens, des chats, des chevaux. Et puis j'ai voulu retourner vers ce que j'avais envie de faire, animaux sauvages. Donc j'ai postulé, et à force de postuler pour des stages, j'ai décroché un premier stage aux Eaux-de-Ville. Ce stage qui a duré plusieurs mois m'a permis après d'avoir la formation nécessaire pour postuler pour des emplois. Et après, j'ai commencé par le directeur du zoo de Fort-Marly, une petite communauté de Dunkerque, que j'ai fait sortir de terre, parce que le zoo était rasé et on a fait construire, c'était passionnant. Après, j'ai échangé pour un parc très intéressant, qui était un ESAT. Un ESAT, donc c'est l'établissement social d'aide par le travail, et où la plupart des salariés étaient des personnes handicapées. C'est très intéressant. Et après, pour des raisons personnelles et familiales, j'ai voulu me rapprocher de l'Est, de la France, de la région voisine. Donc j'ai postulé à TI, le directeur du zoo de TI, et aussi vétérinaire, parce que c'est la formation première. Et du coup, il y a une formation ou une expérience que vous avez suivie particulière avant d'arriver au zoo? De la formation, j'ai fait un stage bénévole, mais comme les soignants font des stages aussi, j'ai fait un stage bénévole aux Eaux-de-Ville, auprès de leurs vétérinaires et directeurs. Voilà, c'est comme ça que j'ai appris le métier. Et quel a été le déclic qui vous a poussé à choisir ce métier? C'est l'amour depuis toujours de la faune sauvage. Depuis tout petit, j'avais des émissions à la télé, les animaux du monde qui connaissent. Les animaux du monde, il y avait quoi? Il y avait Caméra au point de Christian Dubert. J'avais le feuilleton d'Actari aussi, pour les plus anciens qui peuvent connaître aussi. Et voilà, et je faisais des zoos, des animaux plastiques. La faune sauvage, dans la nature, dans les eaux, ça m'a toujours intéressé. Et c'est pour ça que j'avais fait vétérinaire pour les animaux et que j'ai réussi à me rapprocher de la mer. Et qu'est-ce qui différencie votre zoo des autres parcs animaliers de la région? Alors, de la région, on va dire le département, parce que la région, il y a Thoiry. Alors, Thoiry, eux, ils ont un grand parcours en voiture. On n'a pas de parcours en voiture. Après, il y a les parcs du muséum qui ont un cachet particulier, parce qu'ils sont un peu monuments historiques par rapport à leurs installations. Je parle de Vincennes et puis de la ménagerie. Après, dans le département, on a quand même 3 structures animalières. Donc, on a les parcs des félins, maintenant, qui s'appelle le parc au safari parc de Louis, c'est changé dans tout le temps, donc c'est un peu compliqué. Et donc, eux, c'est des grands espaces avec des grands parcs à fauves, principalement, ils ont aussi un peu de primates. Après, il y a Parrot World, eux, c'est une grande volière avec plein d'oiseaux, quelques espèces autour. Nous, on est un parc à toute taille familiale, avec plein d'espèces. On a une multitude d'espèces, les gens, c'est ce qu'ils nous disent, ils sont très surpris de la multitude d'espèces qu'on a. Parce qu'on a tout, une centaine d'espèces, des loups un peu partout.
voit d'autres espèces. Et ça participe à leur enrichissement et à leur bien-être. Bien que les félins, on voit des proies, alors ils vont en manger, on les nourrit. C'est pas de la cruauté, c'est juste qu'ils voient des animaux qui ça fait travailler leur cerveau, et c'est une bonne chose. On fait des enrichissements aussi. Et voilà, donc le bien-être des animaux, c'est au cœur de notre métier depuis toujours. Voilà, et ça c'est important. Quelles sont du coup les trois priorités stratégiques que vous devriez vous fixer pour les 3 prochaines années? Oh là, ça c'est une question stratégique. Les trois priorités stratégiques, eh bien, faire toujours mieux pour l'accueil de nos animaux, toujours mieux pour l'accueil de nos visiteurs et toujours mieux pour le bien-être de nos salariés. Voilà, c'est ça la stratégie. Si les animaux existent comme ça. Voilà. Comment gérez-vous le budget entre conservation, soins vétérinaires, animation pédagogique et infrastructures? Alors le budget, c'est le propriétaire gérant qui s'en occupe. Donc c'est lui qui voit, s'il n'est pas là pour répondre, je suis désolé. D'accord. Et sinon, du coup, au niveau soins vétérinaires, animation pédagogique et des infrastructures, c'est un peu ça qui vous en avez ou pas? Soins vétérinaires, animation, c'est moi, mais l'animation, il n'y a pas vraiment de budget, puisque l'animation, c'est du personnel. Okay. Qui accueille les visiteurs, pour faire l'animation, le groupe, les visités, tout ça. Donc c'est un budget en fait de personnel, mais le personnel en fait besoin d'animation. Et les soins vétérinaires, mais ce qu'il faut quand les gens sont malades, mais quand ils sont en bonne santé, on ne va pas dépenser beaucoup d'argent. À part le traitement, programme anti-vermicules, les vaccinations, ce genre de choses. Et également, le budget de se dire, le gérant, ça je peux le dire, dès qu'il y a un animal malade, on ne regarde pas l'animation. S'il y a besoin de faire les choses, on fait les choses. Il n'y a pas de problème là-dessus. Quel partenariat, genre comme une type association ou des universités ou d'autres zoos, avez-vous mis en place récemment? Là, les partenariats, je suis en contact avec tous les autres collègues de parc pour le placement, trouver des animaux, remplacer, en faire partir, les licences pour trop. Donc ça, c'est pas récent, c'est une permanence et c'est obligatoire pour les zoos. Après, on a beaucoup de partenariats avec des centres qui reçoivent des personnes en handicap et qui viennent faire des petites séances soit de tri de légumes, soit de soins aux animaux, soit de soins aux espaces verts. Voilà. Comment impliquez-vous les équipes soigneurs, vétérinaires et animateurs dans les décisions stratégiques? On leur annonce les décisions. Voilà. Ils sont impliqués plus ou moins, mais la décision, les décisions viennent plutôt des cadres. C'est-à-dire moi, chef animalier, prestataire extérieur, et le propriétaire gérant, c'est lui qui paye, donc c'est lui qui décide. Voilà. Donc il n'y a pas d'implication. Les équipes sont impliquées, on leur donne une nouvelle de ce qu'on va faire. Ils sont comme ça, mais ils ne sont pas tout en choix. Quel protocole vétérinaire spécifique appliquez-vous pour les animaux de programme d'élevage européen? Mais il n'y a pas de protocole spécifique aux EEP. Le contrôle vétérinaire, c'est pour tous les animaux, qu'ils soient en EEP ou pas en EEP. Il n'y a pas de raison que les EEP soient plus gâtés que les animaux qui sont en EEP. Un animal est un animal, c'est un être vivant, et tous méritent le même soin, que ce soit de la poule classique qu'on a dans le mini-zoo, très rare, au gigon à favori blanc, qui est une espèce EEP. Il faut intégrer des analyses génétiques dues à des décisions pour la reproduction des programmes d'élevage pour maximiser la diversité ou pas? Si c'est demandé, oui, c'est
Oui, ça dépend sur les espèces critiques. Parce que si espèces critiques et critiques dans la nature actuellement, comme c'est compliqué de les capturer en nature pour poser dans le parc, le B ne pourra pas grand-chose. Pour une espèce qui est déjà bien représentée en parc et qui est en état critique d'extinction, le B, dans un premier temps, va assurer la survie d'espèces au sein des parcs zoologiques du monde, en Europe et du monde. Et ensuite, si ça se reproduit bien, si le biotope, comme je l'ai dit, est conservé et que l'espace naturel de l'espèce est protégé, on pourra le reproduire. Excusez-moi, c'est nouveau. Gauthier, bonjour. Je vous écoute. Oui. Ouais. 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 Alors là, je suis en entretien. Je suis en entretien. Est-ce que vous pouvez me faire un email et je vous réponds soit policier, je pense, soit vendredi, je suis en entretien. Ok, on fait comme ça? Oui, 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 mais oui, un email et puis alors, si oui, on voit, proposez-moi des dates, vous me direz mon email. Je vais en fonction de planning qui est un peu lourd en fin de saison, mais pour une solution. Ok? Ok. Parfait, merci, bonne journée, au revoir. Question suivante. Avez-vous des ONG ou des en partenaire pour renforcer les EEP? Alors, ici, je vous explique qu'on est un peu un dépôt des surplus de ASA et de EEP. Ouais. Mais alors, ça a son rôle important aussi, parce que les gens, non, ça a son rôle important, parce que du fait qu'ils m'envoient des animaux, ça libère la place pour reproduire dans les parcs qui font la reproduction et accueillir d'autres animaux, parce que si les parcs qui font la reproduction sont saturés dans les enclos, eh ben, ils peuvent plus reproduire. Alors, si on est parcs comme moi qui récupèrent les surplus qui ne sont pas destinés à reproduire, eh ben, ils peuvent continuer la production pour obtenir des animaux qui vont participer à le peuplement et à l'introduction de variétés éventuelles. Envisagez-vous d'introduire de nouvelles espèces dans les EEP du zoo? Et si oui, sur quels critères? Alors, oui, ben, sur le critère de la liste rouge de l'UICN. Voilà. Ouais. Voilà. La liste de l'UICN, liste rouge, oui. Oui. Les animaux qui sont les plus en danger. Après, voilà, ça, c'est jamais simple avec les EEP. On y travaille. Pouvez-vous raconter une anecdote marquante liée à un échange EEP? Comme un succès ou un défi surmonté, par exemple. Anecdote marquante, c'est dans le parc où j'étais avant, c'est la femelle bison que j'ai transportée de mon pétalière du parc de pêcherie où j'étais avant jusqu'au zoo de Thoiry. On est dans un gros camion avec deux autres femelles bisons pour partir au niveau libre et sauvage dans les cartes romaines. Voilà, en partenariat avec le WWF. On parlait de l'OIT tout à l'heure, la WWF qui participait au projet dans la production des bisons d'Europe dans le milieu naturel. Comment un EEP peut-il influencer une pratique vétérinaire au fil des ans? Il ne peut pas. Voilà, la pratique vétérinaire dépend du vétérinaire. Les EEP ne sont pas des vétérinaires. La pratique vétérinaire, ça reste le domaine du vétérinaire. Et c'est le vétérinaire qui sait ce qu'il va faire avec ses animaux qui sont pas bien malades, qui ont un besoin. Quel est le moment le plus drôle que vous avez vécu avec un animal? Le moment le plus drôle, mon plus drôle, c'est quand la tigresse que j'avais endormie, j'avais fait une petite anesthésie, parce que pour être un implant de contraception, et quand je lui ai touché un peu la tête, elle s'est retournée vers moi, juste la tête. Elle avait endormi, donc elle faisait un cauchemar. C'était drôle parce que j'ai eu un petit coup de peur, mais il ne s'est rien passé, il n'y a pas de danger. Avez-vous déjà eu peur en travaillant avec un animal dangereux, par exemple? Peur, alors c'est pas forcément un animal dangereux, hein, c'est qu'on doit faire face à un animal et que l'animal n'a pas envie de céder. Voilà, c'est une fois je me suis retrouvé face à un cerf qui avait ses voies dans un couloir de contention et les personnes qui devaient me sécuriser tardaient à venir. Donc là j'ai pas eu peur parce que si j'avais eu peur ça serait mal fini, mais j'ai été un peu stressé plus que
mauvaise idée. Donc, non, il n'y a aucun animal que je peux ramener chez moi ici. Je veux dire, ils sont dans leur enclos, ils sont dans leur groupe familiaux, ils sont dans leur fonctionnement, ils sont répartis camarades. Donc, ça, par contre, c'est pas du bien-être. De devoir amener. Si, allez, à la rigueur, si je devais en amener un chez moi, ce serait une mini chèvre, un petit fuseau pour qu'elle ponde le gazon. Parce que c'est un animal domestique. Donc, et puis les chèvres, elles sont en contact avec le public dans les mini-fermes. Donc, ce serait pas un gros stress pour elle, mais j'en prendrais
surpris parce que je sais que on peut changer des fois pour des raisons qui nous échappent. Je suis jamais surpris. Je me questionne, mais je ne suis pas surpris. Et à quoi ressemble du coup une journée type, que ce soit du vétérinaire, en zoo ou du soigneur? Alors, le soigneur, c'est la journée type, il travaille le matin, il fait son travail, il fait pour ses animaux, il ramasse les gamelles vides, il fait que l'eau soit propre comme un réservoir, il nettoie les loges pour que ce soit propre pour les animaux, et puis après, il met la nourriture propre, et après, il rend tout, et tout propre pour le lendemain. En gros, c'est une journée du soigneur. Moi, ma journée, comme je suis à la fois directeur, le vétérinaire, gestionnaire boutique, j'ai pas de journée type. Tous les jours, ça change. Et là, je réponds des fois à des interviews. Ouais. Vous voyez, c'est pas tous les jours. Et avez-vous déjà participé à la conception ou l'amélioration d'un enclos? Tout le temps. Et c'est nouvel emploi ici, je m'occupe. Ouais. Voilà, soit je participe, soit moi je le valide. Mais oui, je passe toujours à la conception des emplois, c'est normal. C'est mon métier et ma responsabilité. C'est quoi le type d'animations qui sont disponibles ou proposées au public aujourd'hui? Il y a différentes animations, il y a les repas postés, c'est-à-dire que c'est un soigneur qui annonce les animaux. Alors, on a les girafes, les loups, les chimpanzés pour le thème spécial. Et le soigneur va parler des animaux sur le public et les sourire, répondre aux questions sur là. Et après, les animations se fait sur la responsable pédagogique. Là, c'est des animations sur les animaux sur les 5 continents, l'alimentation des animaux, les fruits pour les cailles, et ça, c'est pour les écoles et les écoles. Et y a-t-il des animaux qui sont plus vulnérables au niveau des maladies ou des virus au sein du zoo? Comme chez les humains, après, c'est un tout vieux de quotidien qui va être plus vulnérable. Mais comme chez les humains, il n'y a pas d'espèce. Mmh.